Voilà, c'est parfait. Donc, je commence l'enregistrement. Ce webinaire vous est proposé en collaboration avec l'ARS, représenté par Monsieur Hilbert, qui est chargé de mission au système d'information à la direction des stratégies et des territoires. Santé numérique, représentée par Zoé Boudry, ici présente, chef de projet, référente identito-vigilance, qui animera la partie identito-vigilance primaire. L'ASN, qui est représentée par Madame Fossier, chef de pôle, que vous voyez, je ne sais pas si elle a cette caméra, Madame Fossier, je n'ai pas vu. Je ne la vois pas, mais je l'ai vue dans les participants. Si, elle est là. Voilà. Donc, Madame Fossier. Je me remets sur plusieurs écrans en même temps, je ne suis pas pratique. Donc de l'ASN. La cellule régionale d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle avec le docteur Boulanger qui animera une partie REX en transfusion. Et puis moi-même, bonjour. Et puis moi-même pour le RSQR qui représente la SRA de votre région. Donc, ces webinaires sont proposés pour poursuivre la mise en œuvre la mise en place de l'INS et sensibiliser les professionnels aux bonnes pratiques d'identito-vigilance. En effet, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment échanger sur les données de santé des patients entre les professionnels qui gravitent autour du patient. Et c'est l'INS qui va nous permettre d'échanger sur ces données, d'échanger ces données en toute sécurité. L'an passé, les webinaires, ils étaient un petit peu plus globaux. Cette année, on a voulu sensibiliser un peu plus aux risques qui existent sur le secteur de laboratoire et de radiologie au regard des événements indésirables qui ont pu être relevés et qui sont liés à des erreurs d'identité. Au sommaire, donc, nous verrons ce qu'est l'identito-vigilance, ce que l'identité nationale de santé apporte en nouveauté. On parlera des pratiques qui sont maintenant uniformisées avec le nouveau référentiel national d'identito-vigilance, le RNIV. On parlera des pratiques, hein, comment on fait pour appliquer le RNIV à l'arrivée d'un usager ou d'un patient. Un petit point bilan et surtout des cas concrets de l'Agence de sûreté nucléaire et de la cellule régionale d'hémovigilance. Et puis, on finira par l'identito-vigilance secondaire. Je laisse donc la parole à Madame Boudry. Merci Noël. Du coup, bonjour à tous. Donc voilà, on va commencer par parler de l'identification et du coup de l'identito-vigilance primaire. Donc dans cette partie, on va voir quelques définitions et je vais rappeler les enjeux de l'identito-vigilance. Tu peux passer la slide. Oh, je suis coincée. Pas grave. Là. Attends, je vais faire autrement. Hop, on va faire comme ça, c'est bon. Nickel, merci. Alors du coup, bon, l'identito-vigilance, je pense que vous savez tous un peu de quoi on parle, mais ça permet finalement de s'assurer qu'une identité, elle est unique pour chaque usager. Donc, les enjeux, c'est de pouvoir sécuriser lorsqu'on est sûr qu'un patient ou un usager entrant dans sa structure est bien identifié comme étant la personne qu'on a en face de nous, de sécurité la prise en charge de cet usager, tout d'abord. Ensuite, ça nous permet également de construire des usages numériques sur des bases solides. Vous avez sans doute entendu parler du Ségur. Donc, l'INS, ça va vraiment permettre d'être certain qu'on envoie le bon document sur le bon DMP et qu'on puisse après discuter avec son patient au travers de la messagerie sécurisée. Du coup, quand on est sûr que on a le bon patient en face de nous, ça permet d'éviter les erreurs médicales et donc forcément d'améliorer le suivi de l'usager. Tu peux passer la slide, Noël. Donc l'identito-vigilance, globalement, juste pour faire une petite piqûre de rappel, c'est toute l'organisation qui permet de fiabiliser l'identification d'un usager à toutes les étapes de sa prise en charge. C'est pour ça qu'on parle bien d'identification primaire qui revient à bien créer un dossier avec l'ensemble des informations inhérentes au patient dans son système d'information ou au format papier. Je pense que vous n'êtes plus au format papier, mais sait-on jamais. Et du coup, de bien identifier cet usager lorsqu'on va lui administrer tel ou tel médicament ou telle ou telle autre chose au niveau du médical. Donc voilà, l'identifier tout au long de sa prise en charge. Tu peux passer. Donc, du coup,
Dans l'identité-vigilance, il y a la petite nouveauté de l'identité nationale de santé. Donc, on va voir en gros dans cette partie ce que c'est et d'où ça sort en fait finalement. Puisque là, vous pouvez le voir, c'est un référentiel socle. Donc, on voit sur la petite maison de Dominique Pont que l'INS se situe bien comme étant un socle. Et donc, elle constitue un projet, je vais le répéter une énième fois, socle de la feuille de route nationale du numérique en santé. Et elle fait aussi partie d'un volet du Ségur. Et elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Donc l'INS est obligatoire pour référencer toutes les données de santé. On peut passer, parfait. Donc l'INS, finalement, à quoi il sert? Il permet de fiabiliser l'identité de l'usager qui est pris en charge et également de pouvoir échanger et partager des données de santé par rapport à ce patient ou cet usager avec des partenaires ou avec l'hôpital, etc. Son utilisation, elle est bien évidemment restreinte. Tout le monde ne peut pas aller rechercher l'INS d'un patient. Il est du coup cloisonné au cercle de confiance d'acteurs. Donc, quand on parle de cercle de confiance, on inclut les acteurs de la santé et du médico-social qui sont impliqués dans la prise en charge de cet usager. Tu peux passer, parfait. L'INS, en gros, il est composé de plusieurs choses. Il est composé du matricule INS, on peut le voir, c'est un format avec des chiffres. Globalement, comme je le note ici en dessous, ça revient ça correspond, pardon, au NIR ou au NIA. Donc, pour rappel, je ne sais pas si tout le monde sait ce que veut dire ces acronymes. Donc, le matricule INS, ça revient à dire que c'est le numéro de sécurité sociale, hein, quelque part. Et donc, le NIR, c'est le numéro d'identification aux personnes des ressources physiques. Et le NIA, c'est le numéro d'identification d'attente. En gros, c'est si on a la nationalité française ou non. Ensuite, il y a l'OID. Donc, l'OID, c'est un moyen de tracer l'établissement qui a fait un appel et qui a récupéré le matricule. Et ça identifie également s'il est de nature NIR ou NIA. Et ensuite, il y a les fameux traits d'identité qui sont obligatoires lorsqu'on crée un dossier. On peut appeler ça les traits stricts ou des traits de référence. Et donc, c'est le nom de naissance, à minima le premier prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance. Tu peux passer. Merci. Donc, il faut savoir que les usagers, ils ne peuvent pas s'opposer à la récupération de l'INS, mais il faut qu'ils en soient quand même avertis. Et l'INS, elle s'accompagne de bonnes pratiques qui sont uniformisées dans le référentiel national d'identité-vigilance qui est paru en décembre 2020. Tu peux passer. Donc, on va voir en pratique ces fameuses pratiques qui sont uniformisées. Tu peux passer. Donc, il faut savoir que le référentiel, il y a plusieurs volets. Là, je vous ai entouré les points essentiels à connaître de tous les acteurs et les aspects généraux parce que c'est vraiment le socle qui recense des définitions et l'ensemble des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Et ensuite, on a des volets complémentaires avec un volet pour les établissements sanitaires, un volet pour les établissements non sanitaires et les petites structures libérales, ainsi qu'un volet sur la politique et la gouvernance régionale et nationale. Finalement, cela, il ne vous concerne pas du tout. Vous serez plus concerné par soit l'établissement non sanitaire ou petite structure libérale en fonction de votre organisation. Et donc, dans ces deux volets-là, ça va juste vous donner des recommandations sur l'organisation que vous pouvez mettre en place afin de déployer comme il se doit l'INS. Mais donc, pour revenir sur les deux vraiment volets socles, les points essentiels à connaître de tous les acteurs, ça reprend l'ensemble des définitions autour de l'identité-vigilance pour qu'on parle tous de la même chose. Et les aspects généraux, c'est vraiment le référentiel numéro 1 dans lequel il y a toutes les règles qui permettent de déployer l'INS. Voilà. Du coup, dans ce référentiel, on va retrouver les règles de bonne pratique d'identification primaire et secondaire, les bonnes pratiques de gestion de l'INS et de gestion des risques, ainsi que des recommandations sur les bonnes pratiques de la gouvernance que vous pouvez avoir en interne en fonction, bien évidemment, de vos ressources. Tu peux passer. Donc là, pour vous éviter si vous n'en aviez pas déjà pris connaissance, de lire ces 50 pages du référentiel numéro 1, on vous a remis ce que nous, on trouvait essentiel
pour le personnel administratif. Donc, c'est vraiment les points clés qu'on ressort du référentiel. Donc, ça va reprendre, et je l'expliquerai plus tard dans le détail, les traits d'identité qui sont obligatoirement à recueillir. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais je les répéterai. Ça reprend des nouveaux champs tels que le nom ou le prénom utilisé, que vous avez peut-être entendu au travers du nom ou du prénom d'usage. Ça reclarifie les règles de saisie des fameux traits d'identité qui sont à recueillir obligatoirement, et on identifie les documents qui permettent d'attester de l'identité et qui permettent du coup de bien recueillir comme il se doit les informations du patient. Et il y a la définition de nouveaux statuts puisque l'INS est apparu. Donc en pratique, comment est-ce que on applique le référentiel à l'arrivée d'un usager? Donc on va voir par étapes, mais d'abord, tout simplement, il faut avoir pris connaissance du RNIV, etc., et de respecter du coup les règles opposables. Ça peut être aussi par rapport à des recommandations qui sont faites au niveau de la région ou des procédures territoriales, etc. Donc ensuite, forcément, on va sensibiliser et former les professionnels, et donc on va évaluer leurs acquis. Et on met aussi bien en place toutes les conditions qui sont favorables au respect des bonnes pratiques. Par exemple, on va retrouver le fait que il est préconisé dans le référentiel d'avoir une carte CPX pour pouvoir faire l'appel au téléservice. Bah voilà, tout simplement, déjà, il faut avoir une carte CPX. Donc, quand je dis CPX, ça peut être CPA, CPS ou CPE. Il faut avoir un lecteur qui puisse lire voilà, cette fameuse carte. Et il faut bien évidemment que votre logiciel il soit en mesure de faire l'appel au téléservice. Donc ensuite, il faut sensibiliser également et au moins donner l'information et communiquer auprès de l'usager qu'on va recueillir son IS, qu'est-ce que c'est, etc. Pourquoi est-ce qu'on va vous demander un document qui nous permet, nous, d'attester de votre identité, hormis la carte vitale qui n'est pas du tout un document qu'on considère à haut niveau de confiance. On reviendra dessus tout à l'heure. Et finalement, il faut également déclarer systématiquement les anomalies qui peuvent être détectées. On peut passer, parfait. Donc voilà, quand je parlais de documents à haut niveau de confiance, c'est la première étape lorsqu'un usager arrive dans la structure, c'est de lui demander un document qui atteste de son identité. Donc le référentiel, il recense une liste de documents. Il n'y a pas de hiérarchie dans ces documents-là, comme on les a renseignés dans la slide. Mais du coup, ça peut être soit le passeport français ou étranger, la carte d'identité française ou étrangère. Pour les mineurs, on demande le livret de famille ou l'extrait de date de naissance avec la vérification de l'identité d'un des parents ou du tuteur légal. Il y a aussi, et je pense que vous connaissez peut-être lorsque vous vous connectez pour les impôts ou quoi que ce soit, donc il y a des dispositifs d'identification électronique également, donc France Connect ou La Poste. En gros, vous renseignez, et ça peut se matérialiser lorsque vous faites une téléconsultation, par exemple, pour être sûr que c'est bien vous que le professionnel va prendre en charge. On va lui demander de se connecter à quelque chose avec son numéro de sécu, et ça va récupérer tous les traits. Mais ensuite, il faudra que vous puissiez envoyer une carte d'identité pour bien attester que les données qui sont sur la carte vitale, c'est bien les mêmes que celles qui sont sur le document à haut niveau de confiance. Et donc, voilà, c'est un moyen, en tout cas à distance, de pouvoir être sûr que le patient qu'on va prendre en charge, c'est bien celui qu'on a en face de nous. Ensuite, il y a le titre de séjour, pas de souci. Ensuite, il y a le titre de séjour temporaire ou permanent. Et il y a une petite précision dans le référentiel qui date de juin dernier pour les personnes âgées qui ont possiblement pas de carte d'identité ou qui l'ont perdue, ou voilà, c'est qu'on peut leur demander l'acte de naissance avec un document à haut niveau de confiance d'un parent descendant. Donc ça peut être la fille de cette dame ou sa petite fille, voilà. On peut passer. Du coup, cette slide-là, c'est justement pour vous repréciser que la carte vitale, oui, on la demande tout le temps pour un souci de facturation, etc. Mais c'est pas le document finalement sur lequel on va se baser pour récupérer tous les fameux traits d'identité qui sont obligatoires pour créer un dossier. Donc en gros, dans cette slide, je remets juste les documents et voilà. C'était juste pour vous refaire passer le message. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est pour s'assurer que ce patient il n'est pas déjà venu et que lorsqu'il va arriver une seconde fois, vous ne vous rappelez plus qu'il est passé, on va rechercher son identité dans notre base afin de s'assurer de ne pas créer un doublon. Donc il y a une technique
pour rechercher une identité dans sa base, c'est de renseigner la date de naissance et les 3 premières lettres du nom ou du prénom de naissance. Excusez-moi, on m'appelle. Tac, j'éteins. Donc, la date de naissance et les 3 premières lettres du nom ou du prénom de naissance. Pourquoi cette technique? Parce que finalement, il peut nous arriver d'être fatigué, etc. On va mal recopier et on va faire une faute d'orthographe, soit sur le nom, soit sur le prénom ou un autre trait d'identité. Et donc, cette recherche avec les 3 premières lettres, ça va nous permettre de détecter tout de suite et d'avoir un panel d'identités qui ressort en fonction de la correspondance des identités qu'on a dans notre base, et donc de la retrouver même si on a fait une erreur d'orthographe. Tu peux passer la slide, parfait. Donc, si on ne retrouve pas l'identité après avoir utilisé la technique de recherche, on crée l'identité. Et donc, je suppose que dans votre logiciel, vous avez tous un identifiant qui est mis, bon voilà, c'est interne à votre organisation. Et ensuite, il faut recueillir les traits stricts qui sont sur le document à haut niveau de confiance que le patient vous a présenté. Donc, je les répète, c'est à minima le premier prénom de naissance, le nom de naissance, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance. J'ai noté entre parenthèses code INSEE, on y reviendra ensuite, et le matricule INS lorsque on le récupère avec l'appel au téléservice, hein, bien évidemment. Ça fait l'identité complète du dossier numérique de l'usager. Et ensuite, en fonction de vos besoins, voilà, les traits complémentaires. Donc, par exemple, le nom ou le prénom utilisé, on reviendra après dessus pour voir pourquoi c'est important finalement, cette fameuse notion de nom ou prénom utilisé. Il peut y avoir l'email, voilà, le numéro de téléphone. Voilà, en gros, on crée l'identité vraiment en récupérant les traits stricts. Tu peux passer, ouais, parfait. Donc ensuite, quand on a créé l'identité, on va dire que tout est parfait. Le patient, il arrive, il vous présente sa carte d'identité sans rechigner, vous avez la carte vitale, etc. Vous pouvez faire appel au téléservice. Il y a 2 opérations du téléservice qui existent. Soit la récupération, parce que vous ne l'aviez pas du tout. Enfin voilà, c'est la première fois qu'il vient. Vous n'avez jamais récupéré l'INS. Voilà, c'est je vais attribuer un INS à mon patient. Soit il y a la vérification de l'identité INS. Donc, c'est lorsqu'un partenaire a récupéré l'INS de son côté, par exemple une structure sanitaire. Il a sur son compte rendu le matricule INS et voilà, l'INS complet du patient qu'il vous envoie à vous. Il vous montre du coup ce patient le compte rendu. Avec ce numéro, on peut se dire, c'est tout, il a récupéré l'INS, je peux le taper moi dans ma machine et puis voilà, j'ai récupéré l'INS. Non, il faut que vous vérifiez pour vous assurer que déjà la structure, elle n'a pas fait une erreur. Et puis c'est aussi pour voilà, avoir une double sécurité en fait, quelque part. Et donc il est nécessaire d'avoir, en tout cas il est préconisé d'avoir une carte CPX pour pouvoir faire cet appel au téléservice. La carte CPX, c'est cette carte qui va permettre au logiciel de savoir que c'est bien Madame Dupont qui a fait à cet instant l'appel au téléservice et qui a récupéré oui ou non l'INS du patient pour lequel elle faisait l'appel. Du coup, on peut passer, Noël. Donc, je vais repréciser quelques petites choses sur la récupération de l'identité INS, c'est qu'en fait, on peut le faire de 2 façons. Soit le patient, il avait bien sa carte vitale et donc on peut insérer la carte vitale, soit on va saisir les traits d'identité INS de base qui sont sur la carte d'identité ou le document au niveau de confiance du patient, pardon. Et donc, on va cliquer ensuite sur ce petit bouton qui doit être matérialisé vraiment avec peut-être l'icône que vous retrouvez là. Et ça va faire appel aux bases nationales de référence et ça va vous renvoyer sur votre écran une petite pop-up avec les traits d'identité que vous aviez de base dans votre logiciel, ainsi que le retour des bases de l'état civil, avec finalement s'il y a une discordance des traits rouges pour vous dire là il y a une petite discordance, est-ce que vous souhaitez le récupérer ou non? Et donc c'est à vous manuellement de dire oui je récupère, non je ne récupère pas parce que je trouve que cette discordance elle est un peu étrange et donc je veux m'assurer de ne pas récupérer un mauvais INS. Donc toujours l'appel avec la carte CPX, en tout cas c'est une façon recommandée de faire cet appel et normalement le retour du téléservice c'est une seule réponse.
Mais au tout début du lancement et du déploiement de ce téléservice, il est arrivé qu'il y ait eu plusieurs réponses, donc plusieurs identités trouvées, ou alors pas du tout. Et donc dans ce cas, soit on affine notre recherche en renseignant davantage de traits d'identité, et on refait l'appel au téléservice. Et donc là, soit on tombe sur une identité, soit plusieurs, et dans ce cas, bon, bah, c'est à vous de choisir. Ou alors, s'il n'y en a pas du tout, bah, il n'y en a pas du tout, et voilà, c'est qu'il y a un problème, ou alors que la personne... en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de retour. Mais c'est déjà arrivé, et je pense que c'est plus un bug de la part de la plateforme qu'autre chose. Tu peux passer la slide. Ensuite, il y a la vérification de l'identité, donc j'en ai un peu parlé, mais je reprécise. Donc c'est lorsque l'INS est transmise par un autre professionnel par rapport aux bases de référence, par rapport aussi au fait qu'il ait fait l'appel au téléservice. Et donc vous vérifiez, vous, une seconde fois le contenu. Et cette vérification, elle peut se faire de manière unitaire ou elle peut se faire de manière massive. Et toujours avec la carte CPX. Tu peux passer, pardon. Donc on passe aux règles de saisie. Donc les traits d'identité, finalement, ils doivent être renseignés d'une façon particulière. Il faut toujours qu'ils soient en majuscule et pas accentués. Donc il ne faut pas non plus qu'il y ait de tréma ou de cédille, c'est ce qu'on appelle les signes diacritiques. Il ne faut pas qu'il y ait d'abréviation et on conserve les traits d'union et les apostrophes. C'est aussi dans cette slide-là que vous allez voir que le prénom ou le nom utilisé, il est important. C'est que, en gros, c'était appelé anciennement le nom ou le prénom d'usage. Et ça correspond, et vous vous en doutez bien, au nom ou au prénom que la personne que vous prenez en charge a dans la vie de tous les jours. Il est à renseigner s'il diffère du nom de naissance ou du prénom de naissance. Et donc, la petite différence avec le prénom ou nom utilisé, c'est que sur le document d'identité que vous allez avoir pour pouvoir créer une identité, il va être noté en nom de naissance, par exemple, Madame Dupont. Mais cette dame-là, dans la vie de tous les jours, elle n'a pas envie de s'appeler comme ça. Donc, étant donné que le trait obligatoire, c'est quand même le nom de naissance, vous allez le renseigner comme ce qu'il est indiqué sur la carte d'identité de cette personne, donc Dupont, en nom de naissance. Mais si elle n'a pas envie qu'on l'appelle comme ça, il doit y avoir dans votre logiciel un champ qui permet de renseigner le fait que, par exemple, elle a envie de s'appeler, allez, Madame Boudry, par exemple. Et ça va permettre de pouvoir l'appeler, par exemple, qu'elle est en salle d'attente, Madame Boudry plutôt que Madame Dupont, même si nous, on sait que son nom de naissance, c'est Madame Dupont, afin qu'elle se reconnaisse et qu'on prenne la bonne personne en charge. Parce qu'il peut arriver aussi qu'il y ait deux Madame Dupont, par exemple, dans la salle, et qu'une se lève quand vous appelez Madame Dupont, alors qu'en fait, vous devez prendre Madame Boudry, enfin, en tout cas celle qui veut s'appeler Madame Boudry, et donc qu'il y ait des erreurs. Voilà. Il peut aussi arriver que sur la carte d'identité, il soit noté en nom ou en prénom de naissance SN ou SP. Ça correspond au fait que il n'y a pas de nom ou il n'y a pas de prénom. Et ce qu'on recommande, c'est de noter en majuscule, tout collé dans notre logiciel, sans nom ou sans prénom. Voilà, on peut passer. Pour la date de naissance, bon, il y a le format que tout le monde connaît. Hein. Par contre, il y a des règles si on ne connaît pas le jour et le mois ou l'année de naissance. Donc pour le jour, quand on ne le connaît pas, c'est 01. Quand c'est le mois, c'est 01 aussi. Pour le jour et le mois de naissance, c'est 31-12 qu'il faut renseigner. Et pour l'année de naissance, c'est l'utilisation de l'année ou de la décennie que vous estimez. Ensuite, pour le fameux code INSEE dont je parlais tout à l'heure, on avait vu que les traits stricts, il fallait recueillir le lieu de naissance de la personne prise en charge. Donc, ce n'est pas tout à fait le code postal, en fait. C'est le code INSEE, donc ça revient, j'ai pris l'exemple de Lille, à dire, voilà, dans Lille, il y a 59 000, 59 800, etc. Et pour s'assurer de pas, d'avoir un numéro unique, hein, comme peut l'être l'INS, il y a un code INSEE qui est le 59 350 qui permet de savoir que voilà, c'est Lille. Donc rassurez-vous, je vous ai mis la liste des codes INSEE. Ce n'est pas vous qui allez devoir, en fonction du code postal, rechercher dans une liste le code INSEE. Normalement, vous pourrez renseigner le code postal du lieu de naissance de votre patient dans votre logiciel et il y aura une recherche automatique qui recherchera le code INSEE. Voilà.
Tu peux passer Noël, merci. Et donc ensuite, la dernière étape, c'est l'attribution d'un statut d'identité. Vous pouvez, en fonction de votre logiciel, soit choisir de le faire manuellement, soit c'est automatique à partir du moment où vous avez renseigné, elle m'a bien donné sa carte d'identité, j'ai bien récupéré l'INS, voilà, statut, identité qualifiée. C'est le top du statut de l'identité. On peut l'avoir à partir du moment où l'identité de la personne, elle est validée de base. On reverra ensuite ce que c'est validé, mais je pense que vous êtes assez familiarisé avec le statut identité validée et provisoire. Mais donc l'identité qualifiée, c'est à partir du moment où l'identité, elle est validée de base, vous avez fait l'appel au téléservice et vous avez récupéré l'INS de la patiente ou du patient. Et donc, à partir de ce moment-là, il est possible de partager les données de santé avec des partenaires, mais juste à partir du moment où l'identité est qualifiée. Ensuite, il y a l'identité récupérée. Elle est à utiliser ou non en fonction de comment vous avez envie de fonctionner dans votre structure. Mais c'est une identité pour laquelle il n'y a pas eu de document, donc on n'a pas pu valider finalement l'identité de la personne, mais on a quand même envie de faire l'appel au téléservice. On peut récupérer l'INS de la personne prise en charge, mais elle sera pas, en tout cas, les données de santé ne seront pas partagées. Parce qu'il faut que le patient vous ramène à un moment donné un document au niveau de confiance qui vous permet d'être à 100% sûr que l'identité, elle peut passer au statut qualifié. Parce que vous avez déjà, lorsqu'il est venu la première fois, sans son document, récupéré l'INS. Tu peux passer. Et donc, juste pour revenir sur les identités valides et provisoires, l'identité validée, c'est quelque part, voilà, quand il y a eu un document qui a été présenté, donc on valide l'identité, tout simplement. Et l'identité provisoire, c'est le statut qui est attribué aux identités pour lesquelles il n'y a pas eu de document à haut niveau de confiance présenté. La nouveauté avec le référentiel national d'identité-vigilance, c'est qu'il y a de nouveaux attributs qui vous permettent, d'en plus du statut, enfin, ou l'un des statuts qu'on a pu voir, de prendre en charge une personne d'une manière différente ou d'être plus attentif en tout cas lorsque on retrouve cet attribut qui a été soit mis, en tout cas qui est mis normalement manuellement. C'est par exemple, j'ai dans ma base 2 Zoé Boudry, mais elles ne sont pas nées le même jour. Mais si moi je fais la recherche, si on n'utilise pas bien la recherche, en tout cas comme il est préconisé dans le référentiel, si j'utilise juste le nom et le prénom, je vais retrouver cette personne et il va falloir qu'ensuite j'aille plus loin pour m'assurer que je prends bien le bon dossier. Et donc, si on ajoute sur une identité l'attribut homonyme, on va savoir que, attention, j'en ai plusieurs dans ma base, est-ce que je prends le bon? Pour l'identité douteuse, on peut l'intégrer à une identité lorsqu'on a un doute sur l'identité, d'où le nom. Hein. Mais l'identité, elle est déclinée de manière confuse, il y a une suspicion d'utilisation frauduleuse de l'identité, ou alors il y a une situation sanitaire exceptionnelle. Et pour l'identité fictive, c'est lorsque les traits d'identité n'ont absolument rien à voir avec la personne qui est en face de nous. L'exemple le plus simple, c'est sur la carte d'identité, il est noté qu'il est de sexe féminin, alors que la personne que j'ai devant moi est clairement un homme. Donc voilà, il y a ces nouveaux attributs qui permettent de faire un peu plus attention à comment est-ce qu'on traite les identités. Donc ensuite, on passe finalement aux avantages de l'INS, parce que c'est bien beau de savoir tout ça, mais finalement, à quoi ça sert? Tu peux passer, Noël. Donc, l'INS, ça va permettre de rattacher directement un document qui vous a été envoyé, donc que vous recevez, ou que vous avez scanné dans un dossier qui existe déjà. Ça permet également de créer une identité sans renseigner à la main l'ensemble des traits d'identité qui sont demandés. Et donc, ça limite le risque d'erreur. Typiquement, je fais une faute d'orthographe. Ça permet de maintenir votre base, qu'elle soit de bonne qualité, la base des identités que vous avez dans votre logiciel, afin de ne pas avoir de doublons ou alors de collisions. Les collisions, c'est vraiment lorsque vous intégrez un document à un autre dossier qui n'a absolument rien à voir avec la personne qui est concernée dans le compte-rendu. Tu peux passer. Il permet également d'alimenter ou consulter le dossier médical partagé, d'échanger avec le patient au travers de la messagerie sécurisée. Ça facilite le partage des objets d'ICOM, donc voilà, les images sur CD, les impressions de compte rendu, etc. Et il répond aux critères des IQSS et des IFAC.
Donc, c'est tous les impacts qu'il y a avec Open et donc finalement sur le dépôt de documents sur le dossier médical partagé. C'était pour les avantages de l'INS. Du coup, je laisse la main maintenant à Madame Fossier et je vais répondre à vos questions. Je pense qu'il y en a dans le chat. Oui, c'est ce Merci que pour j'allais votre dire. écoute. Il y a déjà des questions. Après, Je vais répondre dans le chat parce que je pense que j'ai pas débordé, non, je ne sais pas. non, on est dans les temps. Ok. Non, c'est moi qui vais poursuivre, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, je me remets sur mon écran. Donc, pour parler un petit peu très légèrement des bilans, mais surtout de certains cas concrets et de REX maintenant. En fait, on se rend compte lors de la dernière enquête ENEIS 3 en sanitaire que 6% des événements indésirables concernent des défauts d'identité et 4% des erreurs de site. De 2019 à ce jour, sur la base de la SN, 28 événements indésirables déclarés concernaient des problèmes d'identité-vigilance. Par exemple, donc, je vais vous citer quelques exemples de cas concrets. Le secrétariat d'un médecin de ville qui demande au secrétariat d'un cabinet de radiologie de convoquer un patient. La secrétaire recherche dans son logiciel, dossier patient, et trouve un patient. Cette personne est convoquée et vient réaliser son scanner injecté. Lors de l'examen, le radiologue interroge le patient pour savoir s'il a des douleurs thoraciques. Enfin, voilà, il fait son bilan et le patient répond non, enfin, tout va bien et l'examen est réalisé. Par la suite, le secrétariat du médecin de ville envoie un courrier au centre de radiologie pour les informer qu'ils ont reçu un compte-rendu d'un patient, mais que ce patient, en fait, ils ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cet événement? C'est qu'il y avait un homonyme dans la base informatique et puis il y a eu un défaut de prise en charge, de prise de l'identité du patient en fait au niveau du secrétariat. Derrière, ce que ça implique en fait, c'est qu'on a un retard de prise en charge du bon patient. Qu'il a fallu aussi informer un patient qu'il a reçu des radiations inutilement, une information du médecin prescripteur par le radiologue, et puis la déclaration d'un événement indésirable. Sur le cas concret numéro 2, nous avons un brancardier qui vient chercher un patient X dans le service. C'était une chambre double. Le patient doit descendre pour une procédure de pose d'endoprothèse biliaire. Et en fait, le brancardier va se tromper et prendre le voisin de chambre qui s'appelle Monsieur Y. Il le descend sur le plateau et interventionnel et puis le patient est accueilli à plusieurs reprises. Le patient est appelé par le nom Monsieur X. Il n'y a pas de contre-ordre de sa part. En tout cas, à aucun moment il dit qu'il n'est pas Monsieur X. Et la procédure est réalisée. C'est au cours de la procédure en fait que l'erreur est découverte parce que le service d'hospitalisation en fait appelle au niveau de la radiologie pour savoir quand est-ce qu'ils viennent chercher le patient. Donc là encore, on est sur un défaut de vérification d'identité du patient et qui a impliqué derrière un retard de prise en charge du bon patient, une information du patient qui a reçu l'examen inutilement et une déclaration d'événement désirable grave. Quelques autres cas concrets c'est pour vous montrer, et je suis sûre que certains vous parlent, parce que ça vous est peut-être déjà arrivé ou c'était presque. On a encore des défauts de vérification d'identité. Le patient qui est amené à l'examen par le brancardier et le soignant fait rentrer le patient en salle, sans vérifier l'identité du patient. Souvent, c'est vrai qu'on a cette tendance à faire confiance. Ben non, on ne fait pas confiance, on redemande au patient de décliner son identité. On a des défauts de pratique dans la prise d'identité. Le manipulateur qui appelle un patient en salle d'attente, un patient s'avance et là, de même, on ne revérifie pas avec le patient son identité. On le fait rentrer en salle d'examen. Le soignant qui demande souvent en question fermée, vous êtes bien Madame X. Et là, dans ce cas présent, la dame, elle a compris que c'était son nom, elle a répondu oui, sauf que ce n'était pas Madame X. Sur cet autre cas, on a bien une question ouverte, comment vous appelez-vous? Sauf que malheureusement, la patiente a des défauts d'élocution, des problèmes d'élocution parce qu'elle a fait un AVC et la manipulatrice n'a pas bien compris ce que la patiente lui a dit et a, entre guillemets, interprété la réponse par rapport à ce qu'elle attendait et donc l'examen a été réalisé.
Une interruption de tâche aussi avec le soignant qui vérifie l'identité du patient, ne fait pas tout de suite la vérification de concordance avec l'ordonnance, il est appelé sur autre chose et quand il revient, il oublie de reprendre sa vérification d'identité et la vérification de la concordance avec l'ordonnance et l'examen est réalisé alors qu'il n'y a pas concordance entre les deux éléments. L'infirmière aussi qui est interrompue dans son soin, hein, elle est en train d'aspirer un patient et le brancardier lui demande si c'est bien le patient de la chambre machin à prendre et puis elle répond oui, mais elle est concentrée sur un autre acte, du coup elle n'a pas répondu à la bonne réponse. Et puis, on a aussi ces patients qui n'ont pas forcément de bracelet d'identification ou de personnes ressources auprès d'eux quand ils viennent passer un examen et pour qui on ne peut pas vérifier, hein, c'est plus compliqué de vérifier leur identité. Et puis, ça arrive aussi, un peu souvent, mais Madame Boudry en parlait juste avant, des homonymies en salle d'attente. Et puis, sur un dernier cas concret, on avait une étiquette de patient sur une ordonnance qui n'était pas la bonne étiquette. Pour en finir sur les cas concrets, voilà une dernière situation qui n'est pas déclarée sur le portail de l'ASN, qui est une pratique courante hein, dans nos activités hein, de tous et de tous les jours, mais sur laquelle on souhaite vous mettre en alerte. En fait, il s'agit de la situation de Monsieur X qui a rendez-vous dans un centre de radiologie de ville pour réaliser une échographie. Suite à son examen, Monsieur X est satisfait de sa prise en charge. En effet, hein, l'accueil par la secrétaire est agréable, le médecin est plaisant, on lui explique bien les examens à pratiquer, les examens complémentaires qui vont être à effectuer. Mais pour autant, le médecin n'a pas demandé au patient de se présenter, la secrétaire n'a pas demandé la carte nationale d'identité, elle n'a utilisé que la carte vitale, hein, comme voilà, la pratique courante d'aujourd'hui. Elle n'a pas demandé au patient de décliner son identité. Et puis, en fin d'examen, quand elle remet le compte-rendu, elle appelle le patient en salle d'attente. Donc, il y en a un qui se lève, elle donne le compte-rendu et ne vérifie pas encore à qui elle donne le compte-rendu. Alors, sur cette situation, on est vraiment face à un défaut de prise d'identité et un défaut de validation de l'identité du patient qui ne permet pas, comme on le disait juste avant, d'avoir une identité qualifiée. Il n'y a pas eu d'événement indésirable, hein, le patient a eu le bon examen, il n'y a pas, voilà, finalement tout s'est bien passé, le patient est content. Pour autant, le problème dans ce cas présent, c'est que le compte-rendu ne pourra pas être intégré au DMP. Si aujourd'hui tout s'est bien passé, demain on ne sait pas ce qui pourrait se passer et le patient pourrait être mécontent s'il est face à un retard de prise en charge parce que les examens n'ont pas été envoyés vers son médecin traitant ou son médecin spécialiste. Et puis, ça peut être un événement indésirable ça peut être, enfin, cette situation peut être un signe de porteuse de risque, en tout cas, de montrer que dans l'avenir, il peut y avoir un événement indésirable. Et le docteur Boulanger, qui va intervenir après, illustrera bien ce que je vous dis par son événement indésirable. Voilà, vraiment pour montrer que le DMP, voilà, s'il y a des défauts de transfert d'informations entre patients, entre professionnels, il peut y avoir des événements indésirables derrière. Alors là, on est sur la diapo précédente, on est sur un risque, hein, il n'y a rien eu. Malheureusement, on détecte l'erreur de patient souvent trop tard, au moment où l'examen et le patient est en examen. Il n'y a pas de correspondance avec l'imagerie et le dossier patient, ou a posteriori, lorsque le médecin traitant reçoit en fait son compte-rendu et que l'examen ne correspond pas à la demande, à la clinique, ou que finalement le médecin se dit tiens, c'est bizarre, j'ai toujours pas reçu le résultat de tel patient. Mais non, il ne peut pas le recevoir puisque ce n'est pas le bon patient qui a eu l'examen. Alors, outre des problèmes de charge de travail qui sont alourdis pour le soignant parce qu'il faut qu'il reconvoque le patient, le bon patient, qu'il fasse ses démarches d'annonce au mauvais patient, mais ça génère quand même des retards de prise en charge pour les patients qui ont besoin de soins et puis des administrations de rayons ou des produits de contraste inutilement. Alors, tous ces événements, ils sont analysés et ils ont permis de mettre en évidence plusieurs causes. Les causes liées aux patients en elles-mêmes, hein, parce qu'il y a des ressemblances physiques entre deux patients, parce qu'il y a des patients malentendants qui maîtrisent mal le français, des patients qui ne peuvent pas décliner leur identité.
des documents d'identité, comme on disait aussi, qui ne sont pas toujours présentés à l'admission des patients, les problématiques des nouveau-nés qui peuvent changer plusieurs fois de nom, les prénoms qui sont parfois composés, pas composés, avec tiret ou sans tiret, enfin des fois où le patient veut un autre prénom que son prénom qui est sur ses papiers d'identité. On a de plus en plus fréquemment des usurpations d'identité. Des patients qui souhaitent être pris en charge en étant anonymisés. Ça, c'est aussi d'autres causes d'erreur parce que finalement, il faut être très, très carré dans ces procédures. Et des examens qui sont faits sous une identité qui peut être modifiée ensuite. En fait, le patient arrive aux urgences, il est enregistré comme Monsieur Dupont avec un T, et finalement, 24-48 heures après, on se rend compte que c'est Monsieur Dupont avec un D, et là, du coup, on peut avoir des erreurs suite à ce changement d'identité. On peut aussi avoir des erreurs qui sont liées aux identités en elles-mêmes, parce que l'orthographe des noms, elle est parfois complexe, parce que les dates de naissance sont parfois inconnues, ou alors parce qu'il y a des homonymes ou des similitudes dans les noms de famille. Ça peut être lié à la technique. On sait aujourd'hui que les logiciels ne sont pas encore adaptés, avec des noms qui sont parfois trop longs, ou même les logiciels qui ne sont pas encore en conformité avec ce nouveau référentiel national d'identité-vigilance. Et puis, on a des étiquettes également qui ne sont pas toujours conformes parce que jusqu'à maintenant, les étiquettes étaient paramétrées pour avoir le nom de marié plus visible. Au jour d'aujourd'hui, il va falloir travailler dans l'autre sens avec le nom de naissance des femmes. Et puis, enfin, ça peut être lié à nos pratiques. On n'utilise encore pas assez souvent la question ouverte pour demander au patient de décliner son identité. On a des défauts de vérification des identités et de concordance, des contrôles des concordances entre les documents remis par le patient et l'identité du patient ou des documents remis par le médecin. Et puis, comme j'ai expliqué précédemment, et puis on a encore des étiquettes qui vont être posées sur l'acte, qui vont être posées sur le bon avant l'acte. Et puis, pour finir, des erreurs liées à des défauts d'organisation du travail. Il y avait eu l'exemple aussi d'une insuffisance d'échange d'informations entre deux manipulateurs, où on avait le manipulateur 1 qui avait sélectionné un dossier informatique et installé un patient P1, pendant que le manipulateur 2, lui, M2, était en train d'installer le patient P2, et du coup, il y a eu un problème dans l'échange des données. On sait aussi qu'une période est très fragile, c'est la période des changements d'équipe. C'est souvent, quand on a des événements indésirables, c'est souvent une période de changement d'équipe. Et puis également des charges de travail qui sont importantes. On sait que de plus en plus les charges de travail sont importantes. Et en plus, on pratique souvent le surbooking où l'on met 2 rendez-vous en même temps à la même heure et sur une même machine de traitement. Et donc forcément, avec ce risque derrière de se tromper de patient. Donc, si je vous ai énuméré un petit peu toutes ces causes, c'est pour vous permettre aussi de les connaître et de prévoir dans vos pratiques des garde-fous, des modalités d'alerte pour éviter justement que ces événements ne vous arrivent, parce que derrière, ils peuvent avoir des conséquences et des conséquences plus ou moins graves. Par exemple, on peut avoir des erreurs administratives. Le compte-rendu médical ne va pas être mis dans le bon dossier patient ou les résultats ne sont pas envoyés au bon patient. Des créations de doublons ou des collisions. Des erreurs médicales avec parfois des réactions allergiques parce qu'on n'aura pas les données médicales dans le dossier du patient. Ou alors on aura des erreurs d'examen ou d'organes. On a vu un scanner cérébral à la place d'un scanner thoracique. Des erreurs médicamenteuses avec le risque derrière de faire un surdosage au patient parce qu'on n'aura pas son bilan biologique, le dernier bilan, ou alors une erreur de produit, et puis des erreurs d'identification de tubes de prélèvement. Et pour finir, derrière aussi, quand on a des problèmes par rapport aux cartes vitales qui ne sont pas en concordance avec la pièce d'identité, des problèmes de remboursement CPAM. Je laisse maintenant, à moins qu'il y ait des questions, que vous pouvez mettre dans le chat également, je laisse la parole au docteur Boulanger. Merci. Je coupe ma caméra pour permettre un meilleur son. Je remercie les organisateurs d'avoir invité la cellule régionale d'hémovigilance. Diapo suivante, Noël, s'il te plaît.
En hémovigilance, nous avons une base de déclaration des événements d'hémovigilance et en Hauts-de-France en 2021, les dysfonctionnements relatifs à l'identification des patients en transfusion représentent la moitié des déclarations d'incidents graves de la chaîne transfusionnelle. Donc, tout le cadran jaune moutarde que vous voyez à l'écran. Au niveau national, cela représente 42,8%. Donc, c'est très important en transfusion sanguine, même si ça ne va pas jusqu'à la transfusion. Cas numéro 1 que nous avons observé parmi les dysfonctionnements. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 67 ans qui est admise dans un établissement de santé. Elle présente à l'admission un titre de séjour qui mentionne uniquement son année de naissance, donc sans date de naissance complète. L'identité est saisie au 1er janvier de son année de naissance 1952. Clique. Donc, cette patiente se présente avec des résultats d'examen biologique d'immunohématologie réalisés dans un laboratoire extérieur en ville, des examens de phénotype érythrocytaire de détermination et un résultat de recherche d'anticorps anti-érythrocytaires ou RAI qui sont tous édités sous la date de naissance 1er janvier 1952. Clique. Du fait d'une anémie à 7,7 g, le médecin en charge de cette patiente dans l'établissement prescrit une transfusion de 2 concentrés de globules rouges ou CGR standard, prescription à l'identité 1er janvier, qu'il fait parvenir au site EFS, site de délivrance de l'établissement français du sang, avec les examens d'immunohématologie, phénotype érythrocytaire et RAI à la même identité. Clique. La structure de délivrance, en l'occurrence l'EFS, va délivrer 2 poches de concentré de globules rouges standard avec l'édition d'une fiche de délivrance à l'identité patient au 1er janvier 1952 puisque tous les documents sont concordants. Clique. La patiente reçoit la transfusion. Elle la tolère parfaitement bien cliniquement et clique le lendemain. La voilà qui rentre à son domicile et on dirait que tout va bien. Mais diapo suivante. Le lendemain de la sortie, disons que le lendemain de la transfusion, l'EFS reçoit une alerte émise par son portail de surveillance. Il existe dans la base régionale des receveurs de l'EFS Hauts-de-France une identité homonyme avec une date de naissance différente au 31 décembre de la même année, 1952, avec le même nom de naissance, le même prénom, le même sexe et même le même nom d'usage. Pour ce dossier homonyme, il existe un anticorps anti-érythrocytaire d'intérêt transfusionnel, anticorps dangereux en transfusion, connu depuis 2011. La patiente aurait dû recevoir des CGR phénotypés compatibilisés dépourvus de l'antigène, donc Phi-1. Que faire dans ce cas? Voilà, diapo clique, s'il te plaît, Noël. Donc, l'EFS va donc informer le médecin prescripteur des poches de sang ainsi que le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé. Hélas, la patiente est sortie. Clique. Il faut alors faire appel à son médecin traitant et le médecin traitant va organiser en accord avec l'établissement de santé l'EFS, un suivi clinique et biologique post-transfusionnel. La patiente est recontactée, clique, on lui envoie une prescription pour réaliser des examens au laboratoire à proximité de son domicile. Heureusement, les examens 3 jours après montrent que le rendement transfusionnel est correct, le taux de bilirubine est normal, la RAI toujours négative et le test de Kunz direct ou épreuve directe en antiglobuline est également négatif. Clique. Mais en fin de mois, environ 2 semaines après, le taux d'hémoglobine a nettement diminué à 8,5 g. La RAI de la patiente
est positive avec apparition d'un nouvel anticorps, un allo-anticorps anti-JK2 qui est également dangereux en transfusion. Il s'agit donc d'une patiente très bonne répondeuse au plan immunologique. Diapo suivante, Noël. Donc, les actions correctives mises en place. Les dossiers vont être fusionnés, corrigés sous la bonne identité qui est le 31 décembre 1952, puisque comme vous l'a dit Zoé, on enregistre l'identité sous le 31 décembre lorsque le jour de naissance et le mois de naissance sont inconnus, tous les deux. Les résultats d'examen édités sous la mauvaise identité vont donc être détruits. On les détruit s'il y a des exemplaires papier, ils sont supprimés de l'informatique. On met à jour le dossier de la patiente avec la notion des 2 allo-anticorps anti-IFI1, anti-JK2 dans le dossier transfusionnel. On met à jour son dossier transfusionnel à l'EFS et dans l'établissement de santé et on informe la patiente et son entourage des consignes transfusionnelles et protocoles en cas de recours à une transfusion ultérieure dans un autre établissement. Diapo suivante, le cas numéro 2 est cette fois celui d'une patiente admise en urgence dans un établissement de santé qui comporte une maternité de niveau 2, un laboratoire de biologie médicale intra-hospitalier couplé avec un dépôt de délivrance. Cette patiente de 36 ans arrive à terme de sa 5e grossesse. Son identité est saisie selon son titre de séjour avec une date de naissance au 21 décembre 1985. Clique. Si la patiente venait à saigner d'une hémorragie du postpartum immédiat juste après son accouchement, quel est le phénotype des concentrés de globules rouges qui seraient à délivrer à cette patiente en urgence vitale? Première possibilité, des CGR de phénotype O-, RH-1, -2, -3. Deuxième possibilité, des CGR de phénotype O+, c'est-à-dire RH1, -3, -4. La bonne réponse est sans détermination de phénotype, puisque c'est une femme en âge de procréer, donc de moins de 50 ans, on donnerait des CGR O-, donc RH -1, -2, -3. Diapo suivante. En l'occurrence, cette patiente se présente pour accoucher avec des examens d'immunohématologie. Clique Noël s'il te plaît. Examen qu'elle a réalisé en ville au cours de son suivi de grossesse, édité avec une date de naissance concordante au 21 décembre 85, avec 2 déterminations de phénotype érythrocytaire et une RAI négative. Il s'agit d'une patiente A+, RH1, -3, -4. Donc, si je repose la question, si la dame venait à saigner immédiatement après l'accouchement, quels seraient les CGR, les phénotypes des CGR à délivrer en urgence vitale? Première possibilité, des CGR O négatifs, RH -1, -2, -3. Deuxième possibilité, des CGR O positifs, RH1, -3, -4. La bonne réponse, en l'occurrence, puisque la patiente est A+, ce serait, merci Noël, donner des CGR O+, RH1, -3, -4 pour être compatible, phénotypé avec la patiente. Diapo suivante. Alors, cette patiente vient pour accoucher. Clique Noël pour faire apparaître le petit bébé. C'est une petite fille qui va tout à fait bien, 2,9 kg, Apgar à 10, donc un bébé qui va très bien. Clique et à ce moment-là, le biologiste appelle le lendemain, la naissance ayant eu lieu dans la nuit. Le biologiste alerte, la RAI de la maman est positive avec identification d'un anticorps anti-érythrocytaire anti-RH4 ou anti-petit C, un anticorps dangereux en transfusion et pour la maladie hémolytique du nouveau-né. Or, le biologiste signale qu'il existe dans le logiciel du laboratoire et du dépôt de sang une identité homonyme, donc là aussi, nouveau cas de doublon, avec une date de naissance différente d'un seul jour, le 20 décembre 1985, mais le même nom de naissance, même prénom, même sexe et même nom d'usage. Donc, sur ce doublon,
l'allo-anticorps anti-RH4 était connu depuis 2016, depuis la 4e grossesse. Et donc, pour transfuser cette patiente, il faut absolument utiliser des CGR phénotypés RH-4, mais également compatibilisés. Donc, clique, s'il te plaît, Noël. Si bien qu'en alertant, donc, ce biologiste va donc transmettre cette information et clique, s'il te plaît, Noël. C'est-à-dire qu'il faut surveiller le bébé puisque la maman est immunisée. Donc, il faut prélever l'enfant qui n'a pas d'ictère, pas de pâleur à la naissance. Donc, on trouve un taux d'hémoglobine à 18, une bilirubine normale, mais c'est une petite fille qui est bien RH4. Heureusement, son test de compte, c'est négatif. Il y a donc une incompatibilité materno-fétale, mais sans impact néonatal. Dans le cas présent, ça veut dire que si on avait eu besoin de CGR pour transfuser l'enfant en urgence et qu'on n'avait pas les données maternelles, on risquait de délivrer des CGR O négatifs et le sang O négatif est incompatible non seulement avec la mère mais également avec l'enfant parce que le sang O négatif exprime l'antigène RH4 ou petit c. Donc le sang O négatif n'est pas universel. Diapo suivante. Donc, comment un anticorps anti-érythrocytaire peut-il devenir détectable puis infradétectable? Comment une RAI négative peut-elle se négativer? Eh bien, on sait qu'au cours du temps, le titre d'anticorps, c'est-à-dire son taux, peut varier avec le temps au hasard des stimulations antigéniques. Et après une transfusion, une grossesse, dans un délai de 1 à 3 mois, c'est là qu'on a le plus de chances de détecter la survenue de l'anticorps, mais ensuite, il peut devenir infradétectable. Diapo suivante, Noël. Mais cet anticorps, même infradétectable, peut se réactiver extrêmement rapidement à l'occasion d'une nouvelle exposition à l'antigène, donc soit d'une nouvelle transfusion, soit d'une nouvelle grossesse, et donc entraîner soit une incompatibilité immunologique post-transfusionnelle avec une hémolyse, soit une maladie hémolytique du nouveau-né avec une anémie fœtale, une anémie néonatale et un ictère néonatal sérieux. Diapo suivante. Donc, aujourd'hui, selon la réglementation transfusion, et c'est repris par l'instruction du 21 novembre 2021 sur l'acte transfusionnel, il est nécessaire, après une transfusion de produits sanguins labiles, de demander aux patients de réaliser une RAI, ou recherche d'anticorps anti-érythrocytaires, dans un délai de 1 à 3 mois après cette transfusion et transmettre les résultats de cette RAI au prescripteur et à la structure de délivrance, parce que c'est le moment où on a le plus de chances d'attraper l'anticorps anti-érythrocytaire. Un anticorps un jour, un anticorps toujours, donc c'est pas parce que l'anticorps devient infradétectable qu'il a disparu, d'où l'importance du lien avec l'identité patient et en plus en obstétrique, le lien mère-enfant. Diapo suivante. Donc aujourd'hui, dans les textes de loi et au 31 décembre 2022, ça deviendra obligatoire. Les comptes rendus d'examen de biologie médicale et donc les examens d'immunohématologie, donc phénotype érythrocytaire RAI, seront injectés dans le dossier médical du patient, dans le DMP, Mon Espace Santé, directement. Donc, grâce à la mise en place du numérique en santé. Diapo suivante. Je vous remercie et s'il y a des questions sur ces cas spécifiques de la transfusion, je suis à disposition pour y répondre. Merci Noël pour ton aide. Merci à vous, docteur Boulanger. Pas de questions pour l'instant. Donc, je vais reprendre avec vous pour la partie identitovigilance secondaire. Donc, que faire au quotidien? L'identitovigilance secondaire, c'est vraiment le premier acte de soin. À chaque étape du parcours du patient, à chaque étape du parcours de l'usager, on doit lui vérifier son identité.
Demander au patient de décliner son nom, son prénom, sa date de naissance si besoin. C'est vraiment au patient de décliner, ça doit être par question ouverte. On interroge le patient, vraiment pas en lui disant « Est-ce que vous êtes bien monsieur X ?» C'est « Comment vous appelez-vous ?» Voilà, c'est ce qu'on appelle la question ouverte. Quel est son nom de naissance et quel est son prénom. Surtout pour les femmes, hein, il va falloir vraiment prendre cette habitude de ne pas rester sur leur nom de marié. Il faut proscrire l'utilisation des questions fermées de type « Est-ce que vous êtes bien monsieur Intel ?» Donc, pour garantir que le bon soin, le bon acte, le bon service est administré au bon usager. Et puis, il ne faut pas oublier aussi d'identifier tous les éléments du dossier, le matériel qui est à destination du patient. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, il faut qu'on puisse vérifier la concordance entre les patients et les documents du dossier. Il faut effectuer correctement une recherche du patient dans le logiciel, pas par nom entier, par date de naissance et les 3 premières lettres du nom. Et vérifier que c'est le bon dossier patient qui est ouvert. C'est pas une fois qu'on a ouvert le dossier, vérifiez quand même que vous êtes bien sur le bon dossier du patient. Et on vérifie la concordance entre l'identité de l'usager et celle qui est relevée sur les documents, sur les étiquettes, sur les comptes rendus, tout ce qui peut y avoir dans le dossier du patient. Il ne faut pas oublier aussi de vérifier la cohérence avec les éléments d'antécédents du patient, qui peuvent être des fois très, très utiles pour vérifier que vous êtes bien sur le bon dossier patient. Je disais la dernière fois que nous avions eu un patient qui ne voulait pas payer la facture parce qu'il disait qu'il n'était pas venu à l'hôpital. Et effectivement, quand on a regardé dans les antécédents, on ne pouvait que se rendre compte que ce n'était pas le patient dont on avait demandé de payer, en fait, qui était venu aux urgences. Il y avait eu une usurpation d'identité. Il faut s'assurer de la cohérence entre la prescription et l'usager et vérifier l'identité qui est inscrite sur le bracelet d'identification du patient ou la photo, s'il y a des photos dans le dossier. Alors attention sur cette pratique d'identification du patient par le bracelet. C'est une pratique qui se fait dans sa globalité. On ne met pas un bracelet au patient sans avoir au préalablement vérifié qu'il est bien le patient en question et au moment de la pose du bracelet, qu'il décline lui-même son identité, son nom, son prénom, sa date de naissance. On vérifie en même temps ce qu'on a sous les yeux avec le bracelet et si ça correspond bien, on pose le bracelet. Mais on ne se fie pas toujours qu'au bracelet parce qu'il peut y avoir eu une erreur avec le soignant précédent. Enfin, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, donc on ne va pas directement poser un bracelet sans vérifier au préalable. En ville, ce qu'on préconise, c'est la vérification au moins une fois de la pièce d'identité du patient et la récupération de son identité INS. Vous êtes responsable de vos données patients, il faut les sécuriser en demandant au moins une fois à vos patients de pouvoir attester son identité. Et puis, on peut renforcer aussi l'identification des patients en utilisant l'identité INS. C'est assurer un meilleur lien, comme on dit depuis tout à l'heure, entre les acteurs du parcours du patient et une meilleure sécurisation des données de soins et une meilleure sécurisation des soins. C'est aussi le fait que les erreurs sont parfois dues à des différences d'informations entre l'état civil, les documents d'assurance maladie, l'identité qui est employée par l'usager. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Des fois, la carte d'identité ne reprend pas les éléments de la carte vitale, et vice-versa. Et donc, c'est important de demander aux patients, quand on remplit les documents, de vérifier, de prendre quelques minutes pour vérifier les données. Le patient est aussi responsable de son identité. Et si on trouve une erreur, on la signale. On reste au départ dans la même configuration jusqu'à ce que tous les documents soient mis en conformité avec une pièce d'identité. Et dès que tout est OK, on change le dossier complètement. On ne change rien seul dans son service sans être passé par son responsable, par son référent identito-vigilance. Ça, c'est important aussi pour les soignants de bien être au courant de ça. L'identito-vigilance secondaire, il faut vraiment se dire que le défaut de respect des bonnes pratiques sont souvent les sources principales d'erreurs d'identification et elles sont parfois graves, mais en tout cas, elles sont toujours évitables. Et pour cela, on revient encore à ce slogan « bien identifié pour bien soigner ».
Sur cette petite slide que vous pouvez aussi reprendre comme affichage dans vos services, hein, on redonne aussi les éléments, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, les 5 règles de l'identité-vigilance primaire. C'est le respect des règles de saisie selon le référentiel national d'identité-vigilance, le RNIV, la validation de l'identité du patient avec un document à haut niveau de confiance. Ça passe aussi par la récupération de l'INS avec les 5 très stricts, la formation des professionnels et surtout aussi la sensibilisation des usagers. L'usager a une part importante aussi dans l'identité-vigilance. Voilà un petit peu pour nous ce qu'on voulait vous présenter. Maintenant, on fait place aux questions. S'il y en a encore, n'hésitez pas à prendre vos micros maintenant. Vous trouverez aussi sur cette slide un lien vers une petite animation que vous pouvez aussi mettre à destination de vos professionnels dans les services. Et elle reprend en fait tout ce qui est identité-vigilance primaire, identité-vigilance secondaire. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, moi je me permets. Donc, je suis delphinose, biologiste au laboratoire Cerballiance et responsable de l'immunohématologie. Et la question, elle porte surtout sur les enfants. Nous, on a beaucoup d'enfants à prélever dans nos laboratoires. Si on arrive à récupérer l'identité, l'INS complet via le logiciel INSI, là, est-ce qu'on sera vraiment obligé de demander aux parents de venir avec du coup, le livret de famille qui n'est jamais présent? On a la confirmation des parents que c'est bien leur enfant, mais on n'a pas le livret. Les patients, les parents amènent l'enfant au laboratoire. Oui, bonjour. Du coup, effectivement, si après le parent, comment est-ce qu'il va vous montrer, Voilà. finalement que c'est leur enfant? S'il y a pas l'acte de naissance. En fait, c'est juste une barrière de sécurité. Bah, Vous oui, non, mais c'est pour ça, en fait, on n'a pas ouais. on n'a pas être vraiment obligatoire ou ce qui est recommandé, conseillé. Bien sûr, on multiplie toutes ces étapes. Enfin, Mmh. des gens qui amènent un enfant pour le faire piquer dans un laboratoire, c'est quand même les parents et c'est le bon enfant, je crois Oui, que. oui, bien sûr. Non, mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Là, Après, c'est pour uniformiser les pratiques, être sûr qu'une fois qu'on a eu au moins ces documents, puisque c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai rédigé, le non, mais référentiel, c'est il pour ça. est Moi, je voulais savoir si du ouais. coup, ça allait être, voilà, on va essayer de récupérer au maximum, de compléter et d'avoir le maximum d'informations. Mais il y a des cas, du coup, ça ne va pas être des obligations si on arrive à valider cette identité. En tout cas, pour la pièce d'identité des enfants qui ne pourront pas confirmer eux-mêmes leur identité. Je pense que c'est un point, là, on passera forcément par l'INS, mais le point de vérification de l'identité de l'enfant, mis à part l'accord des parents, et ça, on peut le tracer, est-ce que ça suffira pour confirmer cette identité? C'est vrai qu'en plus, madame, Fagnon, inscrit que oui, c'est effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui ont une carte d'identité ou un passeport. Ensuite, ce que je vais faire vis-à-vis de votre question, c'est de me la noter et de me Voilà. renseigner auprès de Est-ce mes, que, voilà, collègues récupérer, référents. parce que ça, on le fait beaucoup, nous, à l'accueil, quand D'accord. les gens ont pas, on leur fait signer une confirmation d'identité, quoi. Mmh. Ça, on peut Mais récupérer. voilà, mais sans document à haut niveau de confiance. Mais en fait, c'est Maintenant, pas c'est ça. ça. Il y a le document du parent, C'est ça. Oui, mais il y a pas le c'est ça. document qu'on demande pour attester de l'identité de l'enfant et on C'est ça. Là, précise pour pas l'enfant, on demande un livret de famille. Franchement, il n'y a Oui, pas grand monde qui se si balade avec son livret de oui. famille. Non, mais on est tout à fait d'accord. Mais effectivement, peut-être que et c'est parce qu'il est pas écrit clairement dans le référentiel, mais effectivement, si l'enfant, il a une carte d'identité, Ah bah oui, tout ça ne voilà. pose pas de problème. C'est vraiment le fait que ce soit le livret de famille qui soit le document de confiance pour un enfant, sincèrement, ça paraît très difficile, hein, en application, en pratique, hein. Mais du coup, j'ai bien votre question en tête. Je pose la question à mes autres, collègues référents des autres régions afin de savoir si, effectivement, ils ont eu aussi la question, ce qu'ils ont répondu parce que j'ai pas envie trop de me mouiller, à vrai dire et je reviens vers vous. J'ai bien noté
qui vous est D'accord, dit. merci beaucoup. Tac, je Mais vous en prie. si je peux me permettre, Madame Lozé, on se connaît très bien. Oui, En fait, je me demandais, le livret de famille, c'est vrai il est rarement présenté, on ne se promène pas avec, mais l'acte de naissance, par contre, c'est peut-être plus facile, l'extrait d'acte de naissance, parce que c'est un papier A4, donc qui peut être plié, mis dans le carnet de santé de l'enfant. Et on peut en avoir plusieurs exemplaires, contrairement au livret de famille où dans le cas de famille séparée, les parents séparés, il n'y en a voilà, qu'un qui oui, l'a. Donc, je oui. crois que peut-être dans la sensibilisation des usagers, mais peut-être que Ouais. l'acte de naissance pourrait être important et se substituer, on peut le dématérialiser Alors, sur un ce qui écran de serait téléphone. ce qui serait le plus intéressant, voilà, c'est qu'on puisse aussi récupérer des actes de naissance à travers ces liaisons comme dans l'INSI, Mmh. enfin presque. Ça, oui, ce serait vraiment intéressant parce que les parents, c'est pareil. Bon, déjà le carnet de santé, ils n'ont jamais le carnet de santé Ouais. avec eux pour venir au laboratoire. Mais oui, ça paraît être intéressant de façon dématérialisée. Ça pourrait être intéressant que les laboratoires puissent récupérer ces documents également en même temps que les 5 traits obligatoires de l'INS. Oui, parce qu'en plus, chez des enfants, c'est d'autant plus important qu'on veut éviter de les prélever plusieurs fois. Ah bah oui, On là, est c'est sûr sur, que au on niveau de la gestion du capital sanguin, on veut vraiment éviter de tout à spolier fait. les petits. Et donc, je pense que c'est important encore plus pour les tout petits, les nouveau-nés, où on est sur une balance, éviter de prélever pour rien pour ne pas C'est ça, reprélever. Il y a la douleur, il y a le volume sanguin, il y a tout tout à ça. fait. Donc nous, oui, c'est une catégorie à laquelle on fait vraiment très, très attention. Ok, ça marche. Bah, j'ai votre question en tête et je reviens vers vous le plus vite possible. Ensuite, alors c'est vraiment une autre question. Alors je sais qu'on Oui. a tous des logiciels, des cils différents, hein, dans les laboratoires. Vous en connaissez beaucoup actuellement qui récupèrent les lieux de naissance? Alors moi, je suis plus familiarisée avec les logiciels dans les établissements sanitaires et D'accord. médico-sociaux. C'est vrai que on a eu du mal à recenser, en tout cas au niveau national, ils ont eu du mal à recenser déjà ceux qui faisaient l'appel au téléservice. Et moi, j'ai pas de visibilité sur, vous les appeliez les CIL, j'ai pas de visibilité sur ceux qui font l'appel au téléservice. On a fait une précédente session où il y avait des participants qui récupéraient l'INS et il me semble pas avoir eu de commentaires lorsque j'ai dit que normalement le code INSEE se met automatiquement. C'est une demande que vous pouvez faire à votre éditeur, hein, parce que ça, en fait, il y a un... Oui, oui, non, mais Non, mais il doit pas vous là, faire je payer, reste en fait. sceptique. On a un service informatique et bien sûr, Ah, ils vont suivre ça, mais ils suivent ça en collaboration avec les établissements de soins, puisque nous, du coup, on travaille avec oui. les cliniques privées de Lille également. Donc, il faut que tout ça coïncide et donc, je sais qu'ils ont un groupe de travail, mais en tout cas, c'est pas du tout le cas actuellement sur cette notion unique de lieu de naissance, hein. Oui, c'est Je veux ça, dire, ouais. Mais normalement, il y a comme un peu le RNIV qui s'applique aux professionnels de santé, il y a un guide d'implémentation qui est un peu le référentiel, avec l'ensemble des règles et de comment doit se comporter le logiciel à destination des éditeurs. Et il y a une règle qui dit, voilà, ça doit être automatique. Donc s'ils la remplissent pas, vous pouvez leur mettre sous le nez le guide d'implémentation en hmm. disant, ça va nous faciliter la vie, on aimerait que ce soit possible. Et moi, en attendant, je ne connais pas de logiciel qui ne le fait pas. Mais vous n'avez peut-être pas l'évolution qui vous permet de faire l'appel au téléservice aujourd'hui. Ah non, 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 tout à Voilà, fait. donc peut-être que c'est prévu et peut-être que c'est juste sorti. Ouais, du Mmh. coup, c'est une question également, Madame Boulanger. Vous avez déjà vu ça dans les établissements de soins? Parce que souvent, tous ces éléments apparaissent sur les étiquettes des patients, etc. Et le lieu de naissance, il me semble pas que ce soit très courant. Non, c'est vrai que jusqu'à présent, en transfusion, ça n'était pas nécessaire.
C'est quelque chose qui est arrivé avec le RNIV. Donc, C'est ça. c'est quelque Donc, c'est une chose qui est évolution manquant. clairement Voilà. à faire. Bon, j'ai bien enregistré en tout cas. Merci. Il y a d'autres questions? J'essaie de regarder dans le chat s'il y avait des questions en suspens. Est-ce que tout le monde a trouvé réponse à sa question? Est-ce qu'il reste d'autres questions? Non? J'ai fait attention, moi j'ai répondu aux questions. Après, les participants se répondent entre eux aussi. Oui, c'est bien, ils sont actifs. C'est bien. Bien. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous quitter. N'hésitez pas à nous recontacter par mail si jamais vous aviez besoin d'informations complémentaires, que ce soit Zoé ou moi. De toute façon, on verra. On verra que c'est Zoé qui est plus à même de répondre, mais sur l'identité-vigilance secondaire, parfois c'est plus moi. Donc, enfin bref, on se complète avec Zoé. Donc, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail si nécessaire. Et puis, écoutez, bonne fin de journée et merci de votre participation. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.